Or, si les mâles disposent sans arrêt d'armes, c'est évidemment bien pour se battre. Et ils n'en disposent pas d'armes pour se battre contre les prédateurs. Contre les prédateurs, que fait l'impala? Il fait comme la femelle, il part en courant. Par contre, s'il voit un autre mâle qui lui déplaît, que fait l'impala? Il se bat avec l'autre impala. Vous avez donc la preuve que la pseudo-force des mâles ne s'exerce qu'entre eux. Ils ont une rivalité. Et donc, seuls les meilleurs vont en sortir de cette rivalité, seuls les plus forts. On vous l'a déjà dit depuis des années, tout ça, donc vous le savez. Ça, c'était pour les mâles. Le combat est donc fait pour la suprématie. Et évidemment, ça peut être dangereux, le combat. Le combat peut être très dangereux parce que des fois, ça peut faire mal. Ben oui, ceux d'entre vous qui se sont battus le savent, se prendre un coup dans la figure, ça peut faire très mal. Figurez-vous qu'il y a même en prison, je suis visiteur de prison, je suis allé voir de temps en temps des gens, et bien, j'ai rencontré en prison un type qui est là pour meurtre. Il était dans un bar, il m'assure, lui, qu'il n'a donné qu'un seul coup de poing, mais le coup de poing est tombé au mauvais endroit, au mauvais moment, et son protagoniste est mort. Résultat, il est là pour meurtre. Eh oui, 25 ans. Pour un coup de poing dans un bar. Donc vous voyez que la bataille, c'est bien, mais c'est dangereux. Bref, ça fait mal. Or, si ça fait mal, il faut essayer de faire des batailles à la régulière. Et c'est ce que font, par exemple, les crotales. Ils disposent d'une arme meurtrière, les crotales. Pour éliminer un adversaire, c'est simple. On pourrait venir derrière lui, hop, on lui mord la queue, terminé, plus de mal, hop, je suis tout seul comme mâle. On ne va pas dire que certains mâles n'y pensent pas. Quand on regarde comment l'humanité est faite, on s'aperçoit quand même que beaucoup d'animaux sont beaucoup plus gentils que certains humains qui n'hésitent pas à taper. Actuellement, c'est la mode de voir des scènes de bagarre au cinéma ou à la télé où on s'acharne sur le type qui est au sol à un grand coup de poing alors qu'il est déjà par terre. Donc, franchement, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas vu il y a quelques années. C'est inimaginable une telle lâcheté, une telle dureté de la vie, une telle brutalité, une telle barbarie. N'empêche qu'on la voit tous les jours et qu'à force de la voir, vous savez, on est exposé à 350 000 publicités à peu près entre l'âge de 0 ans et l'âge de 40 ans. C'est pas fait pour des chiens, c'est bien fait pour nous influencer. Et les cinémas et les scènes de ce genre, on en voit plein. Forcément que ça nous influence un peu aussi, même si on ne veut pas. En tout cas, les animaux, qui ne voient ni la publicité ni la télévision, réussissent à ne pas se mordre. Et donc la bataille des crotales consiste à se taper la tête. La bataille des éléphants consiste à se taper l'un contre l'autre. On ne va pas de travers sur l'éléphant pour essayer de l'éventrer, vous voyez. J'ai pourtant une photo qui est une anomalie. Mais c'est pas des mâles. Les femelles se battraient aussi. Ah tiens, c'est pas prévu dans la théorie ça, que les femelles soient là pour se battre. D'ailleurs, les femelles n'ont pas beaucoup d'outils pour le faire. Quoique, elles savent très bien se tirer les cheveux et utiliser les griffes. Et puis franchement, est-ce que vous ne croyez pas que c'est une vision très sexiste de dire ça? Je crains que les femelles soient autant capables de tirer avec une kalachnikov qu'un mâle ne soit capable de le faire. En conséquence de quoi, chez les espèces animales, même si elles ne disposent pas forcément d'outils, certaines sont très fortes. Et d'ailleurs, on va le voir, le dimorphisme sexuel n'est pas toujours en faveur des mâles. Il y a beaucoup d'espèces chez qui les femelles sont beaucoup plus puissantes que les mâles. Les araignées, par exemple. La femelle est 2 fois, 3 fois plus grosse que le mâle. Et donc, c'est le mâle qui doit faire attention à ce qu'il fait, et non pas l'inverse. Soyons d'accord, il y a bien des animaux despotiques. Leur système sexuel est simple, on a un mâle dominant, comme par exemple chez les rats, ou chez les marmottes, et donc un mâle dominant, et ce mâle dominant, comment est-ce qu'on le définit? Parce que c'est le reproducteur. Les marmottes et les rats se battent pas si souvent que ça. Pourtant, il y a un mâle qui va se reproduire tout le temps. Il est dominant, donc il est dominant pour être reproducteur. Et comment est-ce qu'on définit qui est le dominant? On dit il est reproducteur, donc il est dominant. Figurez-vous qu'il y a une publication sur les marmottes qui dit ça, c'est assez rigolo. Elle nous dit même que le mâle est dominant pour se reproduire. Et dans le même temps, elle nous dit que le mâle dominant, quand il vient de prendre la place d'un autre, la première année, c'est un échec de reproduction. Ça devient compliqué. C'est-à-dire que le mâle dominant est là pour se reproduire, on définit le mâle dominant parce que c'est celui qui se reproduit le mieux, donc déjà ça tournait un peu en rond, mais des fois, le mâle dominant ne se reproduit pas du tout. Mais il est quand même dominant. Et il se bat pas. Et il est parfois tout seul. Enfin, des fois, dans le groupe, il est quand même dominant. Bon, on va dire que
Tout ça n'est pas très grave, à la limite, c'est peut-être moi qui n'ai pas bien vu les choses, et le mâle dominant a effectivement plus d'intérêt que les autres. Avouez que c'est quand même mieux, franchement, d'être avec un grand mâle dominant. Moi-même, j'aimerais bien disposer de mon garde du corps. Ça m'attachait parlementaire. Et vous payez par l'Europe, je ne sais pas qui par qui, mais par quelqu'un en tout cas, qui me permettrait de me défendre. Si même moi je veux un grand mâle dominant, alors que je suis d'une hétérosexualité à toute épreuve, imaginez ce que ça peut être quand on est une femelle, vulnérable, victime. N'oubliez pas, jamais, une femme ne doit jamais oublier qu'elle est potentiellement une victime. On le lui répète tous les jours, tous les jours, tous les jours. Au bout d'un moment, quand même, c'est presque plus que la publicité. Au bout de 450 000 fois que vous avez entendu ça, vous devez finir quand même par vous dire « faut que je fasse gaffe ». Il y a même des pays où vous êtes obligé quand même de faire très attention à votre physique, parce qu'autrement, ça sera de votre faute, hein, s'il se passe quelque chose. Ah ben oui, faut pas exagérer non plus. Nous les hommes, on peut pas faire autrement, hein. Ben oui, on est tous des gros bourrins, hein. Même en France, il y a des groupes féministes qui vous disent ça. Les hommes, c'est tous des gros bourrins, point final. Bref, on n'est pas d'accord. Attention, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas être féministe, hein, ça serait un monde de ne pas être féministe alors que vous toucherez 20% de salaire de moins que les autres. Je suis vraiment désolé, mais si vous voulez qu'il y ait un petit peu d'égalité, même dans notre beau pays parfaitement démocratique, où on va pouvoir vraiment décider des choses à venir, sans aucune exploitation des uns des autres, hein, on est dans un pays où il faut simplement réparer les petits dégâts que fait le capitalisme, parce que c'est un très bon système, il faut juste l'arranger un petit peu, c'est tout. Eh bien, même dans notre pays, il faut quand même améliorer un peu, se rappeler quand même, les femmes n'ont pas toujours tous les droits. Hein. C'est pas si facile que ça, des fois, d'avoir un bon salaire. Bon, nous, on n'a pas besoin d'être féministes, on s'en fout. On peut 20% de plus, de toute façon, alors c'est pas grave. Et puis, bah, nous, faut pas nous prendre pas comme ça. Donc, quand on voit une belle femme, bon, j'arrête. Bon, bref, est-ce que nous sommes despotiques chez les humains? Peut-être un petit peu. Et puis il y a le lek. Alors le lek est une preuve de tout ça. Le lek, c'est le fait que les mâles vont se rassembler sur une aire de jeu. Et sur cette aire de jeu, ce système de reproduction est simple. Les mâles vont être en compétition. Alors je gonfle ma poitrine, je montre mes gros muscles, voire je chante. Et les femelles sont autour et elles disent « Voyons, celui-là il est pas mal, je préfère celui-là ». Dans la réalité, elles vont toutes choisir le meilleur, celui qui va être au centre du lek, parce qu'il va, et de manière époustouflante, complètement envoyer tous les autres au tapis. Pas forcément par une bataille physique, parfois simplement par le chant ou par sa capacité à émettre des sons. Alors c'est le cas chez les cobs, par exemple, c'est le cas évidemment chez la gelinotte des armoises, où le fait de faire du bruit va permettre de séduire les femelles. Les femelles n'aiment qu'un seul individu, celui qui est au centre, le plus fort, le plus beau, le plus grand. C'est pas la faute du darwinisme, hein, c'est la faute des femelles. On a enfin réussi à tout boucler. Vous voyez, on était au départ dans un système de sélection passive. Ouais, c'est la faute de personne si l'individu il a survécu, simplement il avait les bons gènes. Ah maintenant, bah, c'est la faute des femelles, puisque c'est les femelles qui l'ont choisi. Sympa, non? Non, je ne vous dirai pas à quel point le darwinisme est assez sexiste, parce que il suffirait de lire quelques passages de Darwin pour vous le montrer. Vous voulez que je vous en lise un? Je vais essayer de retrouver. J'aurais dû prévoir avant. Ah, peut-être j'ai prévu. Oui, j'ai prévu. Alors, c'est ma traduction à moi. Donc, on pourra penser que ma traduction n'est pas bonne. Hein. Vous avez le droit de penser à ça. Donc, ça, c'est Darwin dans le livre que je vous ai présenté tout à l'heure. L'homme a fini ainsi par devenir supérieur à la femme. Pour rendre la femme égale à l'homme, il faudrait qu'elle fût dressée, au moment où elle devient adulte, à l'énergie et à la persévérance, que sa raison et son imagination fussent exercées à un plus haut degré. Elle transmettrait alors, c'est lui qui dit ça, elle transmettrait alors ses qualités à ses descendants, surtout à ses filles. Attention, parce que les filles, elles n'ont pas, il faut les transmettre ça. La classe entière des femmes ne pourrait s'améliorer en suivant ce plan qu'à une seule condition. C'est que pendant de nombreuses générations, les femmes qui posséderaient au plus haut degré les vertus dont nous venons de parler, produisent une plus grande descendance que les autres femmes, ainsi que nous l'avons fait remarquer à l'occasion de la force corporelle, bien que les hommes ne se battent plus pour s'assurer de la possession des femmes, et que cette forme de sélection ait disparu, ils ont généralement
à soutenir pendant l'âge mûr une lutte terrible pour subvenir à leurs propres besoins et à ceux de leur famille. Vous imaginez pas à quel point c'était dur pour nous les hommes. Donc vous voyez, c'est quand même important à le savoir. Voilà, alors pas besoin de leur famille. Ce qui tend à maintenir et même à augmenter leur faculté mentale. Et comme conséquence, l'inégalité inévitable entre les hommes et les femmes. Bon, etc., j'arrête là. Bon, pour tout, il y a raison. Il y a quand même des tas de professeurs au lycée qui n'arrêtent pas de vous dire que c'est un génie. Un génie ne peut pas avoir à ce point tort, quand même. Ou alors, il faut le lire. Lisez. Bon, bref, continuons comme cela. Les femelles font donc l'erreur de choisir toujours le même mâle. Et comme elles choisissent toujours le même trait chez le mâle, eh bien évidemment, petit à petit, elles sont toutes avec le meilleur des mâles possible. Le problème, c'est le paradoxe. Parce que si on choisit toujours le même mâle, le plus fort, le plus beau, ben évidemment, a priori, à force de sélectionner, vous imaginez, vous avez plein de petits pois dans votre bocal pour faire vos petits pois à midi, et parmi ces petits pois, il y en a plein qui ne sont pas beaux, pourris, qui ont de mauvaise qualité génétique. Vous voulez les trier, vous les enlevez. Bon, à la fin, normalement, vous êtes censé avoir moins de petits pois qu'au début. En tout cas, une moins grande diversité qu'au début. Or, le paradoxe, c'est que, non, regardez-vous, plus ça va, plus on a de la diversité. Vous êtes tous issus de parents qui, depuis quand même des 150 générations minimum, ont choisi le meilleur des mâles. Donc, théoriquement, vous êtes tous issus des meilleurs des mâles. Nous sommes tous les meilleurs des mâles et les meilleurs des femelles, forcément, puisqu'on est issus de ce processus de sélection-là. Et pourtant, on est différents et de plus en plus différents. Première anomalie. On va dire que ça s'explique peut-être. Il y a des modèles mathématiques qui tentent de vous montrer que c'est possible à expliquer. Mais si on est tous issus du meilleur mâle, ça sert à quoi de choisir le meilleur mâle? Du coup, on peut se planter, on peut aller dans la rue, choisir le premier venu. Je vais me dépêcher d'y aller, on ne sait jamais. Choisir le premier venu, et du coup, forcément que c'est le descendant des meilleurs femelles et des meilleurs mâles. Depuis 150 générations minimum que ça se passe, ce choix, si ce n'est pas encore fait, c'est qu'on n'est pas bon. Parce que vous pouvez faire le calcul, depuis le temps qu'il y a des femmes qui choisissent les meilleurs mâles, normalement, et qu'on est quand même pas mal de milliards sur la planète Terre, il y a quand même un moment donné où ça devrait marcher. Une seule explication à votre diversité, les femmes se trompent tout le temps. Oui, mais je vous ai dit, on est dans le darwinisme aussi, il ne faut pas vous attendre à autre chose. Deuxième problématique. Comme on est tous différents les uns des autres, pourquoi continuer? À quoi ça sert de continuer? Ça ne marche pas. On le voit bien. Ou alors ça serait pour qu'on devienne de plus en plus meilleur. Ouais, on est vachement meilleur que les gens du 19e siècle ou du 20e siècle. On est bien meilleur que les gens du 19e. On a un cerveau bien plus grand. Imaginez, vous prenez un homme de Néandertal... non, pardon, il faut que ce soit un homo sapiens pour que ça marche. Vous prenez un homo sapiens, vous le mettez devant un ordinateur, il est incapable de faire quelque chose, alors que vous, hop, avec un simple... vous savez faire des choses, vous êtes bien plus intelligent qu'avant. Ben non, évidemment, vous n'êtes pas plus intelligent qu'un homme des cavernes. S'il avait appris à se servir, si un homme des cavernes était capable de venir de nos jours maintenant, il aurait les mêmes capacités intellectuelles que vous. Et vous n'êtes pas moins intelligent que les générations qui suivent. Alors il y a pourtant une publication qui dit ça. Elle est vachement bien, j'adore cette publication scientifique. Ce sont des biochimistes qui ont pu montrer qu'à chaque génération, il y avait une perte d'intelligence chez l'être humain. Ça veut dire que dans la pièce, il y a un individu qui est beaucoup plus intelligent que tous les autres. Ben oui, je suis désolé, il faut suivre. C'est une vraie publication parue dans Nature. Les gars, ils n'ont pas hésité quand même. Ils font des tas de calculs marrants pour dire ça. Vous êtes tous cons, quoi. Au bout du compte. Vous êtes tous beaucoup plus bêtes que moi. Ah, je suis désolé. Mais c'est pas vrai. Évidemment qu'on est les mêmes. Évidemment. Et donc, évidemment que ce paradoxe-là pose problème à la théorie. Il faut donc que la sélection ne s'oppose pas comme ça. Alors, la première hypothèse, c'est l'hypothèse du lait caché. En fait, en gros, le fait que les individus sont tous ensemble, les femelles s'en servent. Elles font croire que tel mâle est très attractif, elles lui disent « Oh oui, toi t'es le plus beau !» Mais je vais quand même aller copuler avec l'autre si tu ne le sais pas. Et on a compris pourquoi les femelles sont comme ça. Elles font une infidélité gentille avec les mâles. Elles se marient avec nous, mais elles vont coucher avec les autres. C'est l'hypothèse du lait caché. C'est-à-dire qu'un peu partout, en fait, les femelles choisissent bien le mâle qu'elles veulent, mais elles font croire qu'elles en choisissent un autre. Alors, vous voyez, en gros, avec le darwinisme, c'est vachement bien. Parce que quand, une fois, vous êtes des victimes,
Une deuxième fois, vous êtes suffisamment bête pour vous tromper tout le temps. Et maintenant, une troisième fois, vous êtes complètement, vous faites preuve que de duplicité dans la vie. On va continuer dans les qualités, hein, parce que grâce au darwinisme, on en trouve des qualités féminines quand même, c'est pas mal. Et puis les mâles, eux, ils n'ont qu'un problème d'être attractifs ou pas attractifs, ou être puissants ou pas puissants. Nous, c'est simple, on tape et puis c'est tout, quoi. Bon, en gros, la situation est comme ça. Alors, on va quand même réfléchir à ces fameuses préférences sexuelles. Parce que si vous vous plantez tout le temps, il faut que je vous donne des cours. On est bien d'accord. Si vous n'avez pas un vrai cours de biologie, vous serez incapable de savoir comment faire. Les préférences sexuelles, ce sont donc les préférences évolutives. Alors, l'hypothèse évolutive est simple. La sélection naturelle était aveugle, elle dépendait de l'environnement. J'ai le bon bec au bon moment, j'ai le bon cou au bon moment, j'ai les bons yeux au bon moment, et sinon je meurs. Point. C'était la sélection naturelle, c'était simple, paf, paf, on est forcément sélectionné. Et je vous signale que j'ai lu l'article de Darwin dans un excellent livre. Il ne faut pas hésiter à lire. Il est très petit, vous voyez, parce que tout ça, c'est que des notes. Donc c'est très très petit à lire, et vous avez toute l'évolution là-dedans. Il faut le lire. Attention, vous ne me l'abîmez pas, hein, vous avez les mains propres. Hein. Continuons. Il y a donc, dans l'hypothèse évolutive, quelque chose de simple, c'est de s'apercevoir maintenant que nous avons des préférences sexuelles et que ça fait partie de l'évolution. Et que l'évolution doit même terriblement dépendre de ces préférences sexuelles. En quelque sorte, tant que chez une espèce, il y a un individu qui se dit « je vais séduire tel individu parce que celui-là me plaît », on fait de l'évolution. Facile à comprendre. Donc vous êtes en train d'être actif dans votre évolution, et vous voyez que c'est très différent, parce que cette évolution, elle est fondée maintenant sur ce que Sartre a appelé la liberté de choix. Qu'est-ce que la liberté de choix? Je vous le rappelle simplement, Sartre a dit, et c'est la fameuse phrase qu'il a utilisée pour vous le faire comprendre, jamais on n'a été plus libre que pendant l'occupation allemande. Parce que pendant l'occupation allemande, on avait le choix. Soit on était collaborateur, soit on était résistant. Alors il y avait des choses, hein, la résistance c'était la campagne, la fête d'aller dans les bois. La collaboration, c'était le fait d'avoir des bons repas tous les jours. Hier, il fallait choisir. C'était compliqué. Bon, et donc, comme on avait la liberté de choix, eh bien, je plaisantais, hein, vous avez compris, évidemment. Alors, comme on avait cette liberté de choix, on avait la liberté tout court. Vous n'avez pas la liberté des gènes que vous avez, mais vous avez la liberté de les utiliser de telle et telle manière. La plupart d'entre vous n'ont même pas la liberté d'avoir la couleur de cheveux que vous voulez. Mais vous avez la liberté de colorer ses cheveux. Vous avez plein de libertés possibles. Et donc, évidemment, cette liberté-là, elle est sexuelle. Ça va vous permettre de choisir des partenaires, et c'est là qu'est l'évolution. L'évolution se niche donc dans le fait que vous faites un choix de partenaire. Je vais même beaucoup plus loin, je pense pour ma part que la seule évolution possible est celle qui dépend de nos choix sexuels. Mais vous verrez pourquoi, on en reparlera dans quelques temps. Alors, normalement, il y a la parade du paradisier. Ah non. C'est énervant. Hein. C'est énervant d'avoir affaire à quelqu'un d'aussi incompétent pour l'ordinateur, je reconnais. Bon. Je suis vraiment désolé, je n'y arrive pas. Je croyais l'avoir intégré dans la... Mais avant, je le faisais sans problème, tout ça. Et depuis les nouveaux logiciels que l'université nous a achetés, je suis incompétent. Où est-ce que je laisse cette parade? Ben, je l'ai pas. Ah si, non, c'est l'araignée. Bon, on va regarder l'araignée, c'est pareil. Ah bon. C'est presque pareil. Oh bon, il y a des personnes ici qui ne supportent pas la vue d'une araignée. Désolé. C'est dommage parce que c'est beau, regardez, parade. Bon, la vraie question de toute façon qui se posait sur cette question de la parade, j'avais des oiseaux aussi, je vais essayer de te trouver ça. C'est que pour toi. C'est dommage parce que chez les araignées, il y a des choses fabuleuses. Hein.
proche des nids. On se fera le bonobo plus tard, donc je ne vais pas vous l'imposer. Bon, c'est vrai, le paradisier, c'était plus joli, je reconnais. Mais bon, les araignées, c'est des animaux qui sont tout à fait sympathiques. Hein. Voilà, ça va mieux? Tu vas pas faire d'allergie immédiate? Bon, si tu supportes, on va continuer. Donc, désolé pour les autres, mais c'est comme cela. Il y a des gens qui ne supportent pas certaines espèces. Psychologiquement, vous en savez l'intérêt d'ailleurs, parce que ça vous permet d'avoir des clients. Donc, on ne va pas empêcher cela. La loi évolutive de l'attirance, maintenant. Alors, la loi évolutive de l'attirance, c'est simple. Les femelles vont choisir. C'est elles qui ont tout le boulot. Premier boulot, le sexicide hypothésis. On va choisir un séducteur, et il y en a dans la salle. Et donc, si on choisit un bon séducteur, eh bien, on aura des enfants qui vont être séduisants, qui seront eux-mêmes des séducteurs. Donc, on a intérêt de faire ça. Bon, ça, c'est un truc simple. Pas besoin de s'occuper de gènes. Mais à la limite, il faut quand même que l'individu il ait de bonne qualité génétique pour être un séducteur. Donc, on voit que tout ça, ça va revenir dessus. Les femelles vont être attirées par cela. Alors, le choix direct de la femelle peut être aussi le choix de l'intérêt. Et oui, comme le mâle va avoir les ressources, allez-y très vite. Je continue à parler quand même. Hein. Comme le mâle va avoir les ressources, les femelles vont choisir les mâles qui disposent de ces ressources, qui ont un bon territoire. En gros, c'est au mâle de bosser. Ou alors, les femelles vont choisir le mâle qui a un cadeau nuptial. Parce que s'il leur offre un joli cadeau, ça prouve qu'il sera gentil avec elle. Alors, on avait déjà, vous vous rappelez de la série des qualités qu'on avait données aux femelles? On en rajoute une après la duplicité, elle est pas mal, celle-là, c'est évidemment... Les femelles sont vénales. Ouais, il n'y a que des qualités hein, chez les femelles, ça c'est Darwin. Non, rassurez-vous, on ne va pas en rester là, rassurez-vous, on va essayer de bouger tout ça. Car la vénalité des femelles, c'est bien connu, c'est dans la nature. Ce qui est intéressant, c'est de noter quand même que beaucoup de gens qui défendent ce type de théorie vont en même temps s'acharner contre la prostitution. On ne sait pas trop pourquoi, alors que finalement, traiter les femelles de vénales, ça devrait la faciliter quand même la compréhension de certaines choses. Mais parce que c'est moral, vous voyez, il faut empêcher, il faut que la moralité revienne quand même. Ceci dit, je ne sais pas si ceux qui s'acharnent le plus contre la prostitution sont eux-mêmes des clients, on ne sait pas trop. On va laisser passer ce passage-là. En tout cas, les femelles, je suis désolé, elles veulent les cadeaux des mâles. Eh oui. Et ça se voit dans la nature. Les grèbes, par exemple, vous pouvez les en voir plusieurs fois sur le... Alors, c'est pas tout à fait les mêmes. Enfin, vous pouvez aller voir des grèbes sur les plans d'eau. Ici, vous verrez, c'est en pleine parade nuptiale. Allez voir à côté d'Angers, là, sur le lac de Maine, vous allez voir, il y a plein de grèbes qui sont en pleine parade nuptiale. Les femelles vont avoir des petits qu'elles vont bien protéger sur leur dos. C'est magnifique. Il faut juste avoir une petite paire de jumelles et vous y allez. Vous allez voir des choses fantastiques si vous regardez bien. Il faut y aller plutôt tôt le matin. Donc juste après le cours, vous voyez, vers 10h, c'est bon. Bref, le cadeau nuptial démontre tout ça. En gros, ces théories-là sont quand même suspectes. On va donc leur préférer des théories sur les gènes. Les femelles ne choisissent pas les mâles parce qu'ils leur apportent des cadeaux, pas parce qu'ils les payent, pas parce qu'elles se trompent, etc. Mais parce qu'elles choisissent les mâles qui ont des bons gènes. Ah, je vous ai sauvé la vie. Hein. D'un seul coup, on enlève tous les autres qualificatifs. Vous êtes simplement plus clairvoyante. Ah, c'est mieux quand même, comme adjectif. Alors on choisit ça. D'ailleurs, la plupart des chercheurs actuellement pensent en effet qu'il faut choisir cela. Alors il y a trois grandes théories sur la qualité des gènes que les femelles choisissent pour les mâles. Les caractéristiques indicatrices, il y en a plus que ça de théories, parce que alors c'est une multitude de théories. On pourrait même dire que c'est une confusion cunéienne qui nous est organisée, pour ceux ici qui ont fait de la philosophie, parce que franchement, on ne sait plus à quel sein se vouer, si j'ose dire, dans la multitude des théories qui existent et que chaque chercheur découvre. Forcément, dès qu'on s'intéresse à une espèce donnée, on a l'impression que c'est pas pareil que chez les autres. On va vite comprendre petit à petit pourquoi. Mais revenons. Trois donc grands types de théories, les plus reconnus. Les caractéristiques indicatrices. C'est simple, hein, on a des indications, vous voyez, une jolie cravate, c'est l'indication que j'ai d'excellents gènes. Bon, chez les oiseaux, ça marche mieux avec les couleurs, etc. Deuxième caractéristique indicatrice, c'est la résistance aux parasites. En effet, Hamilton et Zuck avaient démontré que chez les oiseaux, il y avait une couleur brillante du plumage quand ils n'avaient pas de parasites. En gros, si vous mettez une femelle en face d'un mâle en bonne santé et d'un mâle plein de poux, elle va choisir le mâle en bonne santé. Ouais, je sais. Mais c'est comme ça, hein, c'est la théorie de la résistance aux parasites. On va définir tout ça, décliner tout ça. Le principe du handicap, alors c'est là je l'aime bien. Hein. C'est Zahavi, il a dit un truc très simple. Imaginez un mâle qui aurait un handicap, mais qui aurait survécu à ce handicap.
Ça prouve qu'il est bien plus fort que les autres, qu'il est bien plus beau que les autres, forcément. Donc c'est le mâle qu'il faut choisir. Eh bien, cette théorie. Non, vous ne trouvez pas? Ouais, pourtant, je pense que toutes ces trois théories sont toutes aussi fausses l'une que l'autre, mais c'est dommage pour la troisième, on va dire. Alors la caractéristique indicatrice, c'est simple. Prenez l'inicolore, il a une longue queue, il saute au-dessus des herbes. En faisant ça, il montre ses ornements, et donc, évidemment, il va réussir à témoigner de la qualité de ses gènes. Le petit pinson qui chante, il chante très fort. Et bien s'il chante plus fort que l'autre, c'est qu'il a des bons gènes. Les femelles vont donc choisir ces animaux qui ont des bons indicateurs de leur qualité génétique. Résistance aux parasites, c'est simple. Les animaux, notamment le pinson de Gould par exemple, c'est lui Hamilton. Zuc, c'est une dame, c'est Hélène Zuc. Vont avoir des jolies colorations ou vont avoir un plumage brillant. Vous savez, votre chat, quand il est en bonne santé, il a le plumage qui brille. Comment ? Oh, un pelage qui brille, merci de ta remarque. Le chat a un pelage qui brille. Et donc, quand il est en bonne santé. Donc, ces animaux-là, en bonne santé, vont être beaucoup plus séduisants que les autres. Oui, ben, moi aussi, je dis c'est mon côté féminin. Bon, écoute, si je peux pas être un petit peu sexiste de temps en temps, c'est pas drôle non plus. Bon. Donc, c'est très particulier, ces colorations vont témoigner de la vitalité du mâle. Et donc, s'il a une grande vitalité, il résistera mieux aux parasites, aux maladies, etc. Les femelles vont donc choisir des animaux en bonne santé. Troisième hypothèse, le principe du handicap. Alors, c'est très simple. Regardez, notre ami le pan, il a vraiment un handicap absolument incroyable, absolument mauvais. Il a une longue queue. Vous imaginez, le tigre, il arrive derrière lui, il pose juste sa patte sur la queue et le pan ne peut plus s'envoler. Et donc, ça y est, il va être vaincu. Mais s'il a survécu en dépit de ce grand handicap, eh bien, forcément, c'est qu'il est meilleur que les autres. C'est d'ailleurs l'usage des chants des oiseaux. Si les oiseaux chantent, imaginez le pinson qui se met en haut des arbres, c'est pour ça qu'on l'appelle le pinson des arbres, pour chanter. Eh bien, tous les prédateurs peuvent le voir. Or, il ose faire ça. Donc, s'il ose chanter du haut des arbres en montrant qu'il est présent, c'est qu'il est bien plus courageux, bien plus puissant, qu'il a des meilleurs gènes que les autres pinsons, et donc les femelles vont le choisir. Vous savez tous, vous avez déjà vu des mâles, par exemple, quand ils sont jeunes, à un grand coup de mobilette de moto ou d'autres choses, se mettre en danger pour montrer leur grande qualité génétique. Et évidemment, à chaque fois, vous avez craqué pour eux. Mais si. En tout cas, ça marche chez les animaux. Bon. Ça marche chez les animaux? Ben non, pas du tout. Les perroquets ne sont pas du tout d'accord. D'abord, premier point, les caractéristiques indicatrices. Prenez les perroquets. Les femelles et les mâles ont la même couleur. Est-ce que c'est un mâle ou est-ce que c'est une femelle? Impossible de dire. Donc les caractéristiques indicatrices sont présentes aussi chez le mâle et chez la femelle. Alors pourquoi ce seraient les femelles qui choisiraient les caractéristiques si c'est les mêmes que les leurs? Deuxième point, on a bien ici, vous le voyez, une différence de couleur chez le faisan. Le mâle, il est bien plus beau que la femelle. Mais alors, d'où ça vient ça? Comment expliquer ce dimorphisme? Eh bien, on va s'apercevoir que le dimorphisme des sexes ne provient pas de ce que l'on croyait. Ce n'est pas fait pour séduire les femelles. C'est simplement le résultat, avec un effet à côté, un by-side effect, comme on dit en anglais, je n'arrive plus à trouver le mot en français, c'est pas grave, qui va conduire effectivement certains mâles à avoir de la couleur. Car ici, chez notre ami le faisan, si la femelle n'a pas de coloration, c'est pas parce que les femelles n'ont pas de coloration et les mâles en ont. Non, c'est parce que la femelle, elle couve à terre. Et que couvant à terre, évidemment, elle a besoin de se protéger des prédateurs. Le renard, il ne la voit pas, elle est cachée complètement quand elle a ces couleurs-là, alors que le mâle, lui, peut s'envoler puisqu'il ne couvre pas, il ne fait rien. Pas de problème pour lui. On voit donc, évidemment, qu'il y a quelque chose d'important. Pourquoi chez les perroquets, la couleur des femelles et des mâles est la même? Pareil chez les martins-pêcheurs. Femelles et mâles sont la même couleur. Mais le martin-pêcheur ou le perroquet, ils vont nicher dans des terriers ou dans des cavités. Or, à l'intérieur de la cavité, si la belette rentre, mettons, dans le terrier du martin-pêcheur, bon, qu'elle soit rouge ou qu'elle soit blanche, la femelle, dans le terrier, de toute façon, la belette, elle va le faire au nez. Hein. Si le serpent rentre, il va le faire à la chaleur. Il ne va pas du tout faire ça à la couleur. Donc, il n'y a aucune raison qu'elle perde ses couleurs. Voilà pourquoi la femelle de martin-pêcheur est aussi colorée que le mâle. Ce ne sont donc pas les mâles qui gagnent des couleurs, mais les femelles qui les perdent. Et les femelles ne les perdent pas pour plaire ou pour ne pas plaire. C'est pas pour la sélection sexuelle, c'est parce que dans la nature, il faut évidemment se protéger si on veut couver ses petits. Immobiles pendant des heures et des heures sur le nid, seules les femelles qui étaient les moins visibles ont survécu. C'est simplement un principe d'efficacité tout simple, ou si vous préférez,
un principe de sélection naturelle. On n'est donc plus du tout dans l'hypothèse qu'on voulait définir tout à l'heure. Les femelles doivent être efficaces pour couver, elles ont besoin de ça. D'ailleurs, est-ce que ce sont vraiment des bons jeunes que les femelles choisissent? Alors en fait, c'est simple de comprendre ça. Chez le lagopède des saules, au printemps, le mâle va devenir roux. En hiver, il est blanc. La femelle aussi. Mais, oula, je suis allé trop vite, mais les femelles sont assez exigeantes. Elles n'aiment que les mâles blancs. Ah oui, une autre qualité darwinienne, les femelles sont sadiques. En plus. Or, être blanc sur une surface qui est beige ou qui est rouge, c'est dangereux. Vous imaginez le faucon. Le faucon, il peut se précipiter tout de suite sur notre ami le lagopède et le tuer. Si le lagopède était moins blanc, il se verrait moins. Donc les lagopèdes blancs vont avoir plus de succès reproducteur, mais plus de mortalité. Vous voyez comme elles sont sadiques, les femelles? On savait, oui, on savait bien tout ça du coup. Et donc, quelle est la solution? Bien, le mâle, il a trouvé. Il triche. Il s'en fiche un peu d'être blanc. L'important pour lui, c'est de se camoufler. Et donc, il va se rouler dans la base, dans la boue. Il va donc comme ça pouvoir arborer une couleur beaucoup plus sombre, beaucoup plus pâle. Donc celui-là, il est un peu plus sale que les autres, mais pas tant que ça. Et puis si une femelle vient, il va vite se laver, et ça y est, il est beau. Et donc, il va tromper la femelle. Il va faire croire à la femelle qu'il est beau, tant qu'il n'en est pas beau. En même temps, ça nous montre que la couleur du mâle est bien un handicap. Que les femelles imposent un handicap de survie au mâle. Ce qui est quand même pas très gentil de la part des femelles. Comment comprendre chez l'humain? Eh bien, c'est simple chez l'humain. Freud avait retenu le thème du harem des gorilles qui vont exclure les jeunes mâles, et Darwin va proposer une structure primitive pour les couples dirigés par un chef qui vont jouir d'un harem. L'idée, c'est qu'il y a une sorte de horde primitive qui font que ce sont les mâles qui gouvernent, qui décident, et les femelles qui sont obligées de partir. Mais elles ne partent pas volontairement. Généralement, elles sont vendues par les mâles aux autres groupes humains. Le principe est très simple, c'est le principe du patriarcat qu'ils sont en train de nous raconter. Ta sœur est très jolie, la mienne un petit peu moins, mais elle est pas mal quand même. Je ne peux pas coucher avec ma sœur. Quand même, ça se ferait pas. Tu ne peux pas coucher avec la tienne, ça se ferait pas. Je te vends donc ma sœur, comme elle est un peu moins belle que la tienne, je te file un peu d'argent, et tu me vends ta sœur à toi contre ce paquet cadeau. Et donc du coup, voilà, on peut copuler ensemble. Et en plus, on va faire attention à quelque chose. Ta sœur, je la veux vierge, pour être sûr qu'elle est capable de me faire des enfants à moi, et pas à un autre, et qu'elle n'en ait pas déjà fait plein. Je veux en plus qu'elle ne me trompe pas pendant le mariage, donc on va lui mettre plein d'ustensiles pour montrer qu'elle ne peut pas tromper, hein, une bague, quelque chose qui va montrer qu'elle est à toi. Elle va même prendre ton nom. Ta sœur à toi va prendre le mien, histoire de bien montrer que c'est ma propriété privée. Et on va s'échanger. Bon, si ça ne marche pas au bout d'un certain temps, on fera comme tout le monde, on va la répudier. Et puis c'est vrai qu'au bout de... Moi, ta sœur, quand elle aura 40 ans, 50 ans, bon, elle sera trop vieille pour me faire des enfants, je coucherai avec ma secrétaire, comme tout le monde. En gros, c'est ça. Eh bien, figurez-vous que cette méthode particulière, cette théorie assez odieuse, c'est ce qu'on appelle le patriarcat. Le patriarcat, ce sont les pères qui veulent savoir avec qui ils auront des enfants, parce que ce qui compte pour eux, c'est de transmettre leurs biens, de faire de l'héritage derrière. Fondamentalement, le patriarcat a donc besoin des femmes, parce qu'il faut bien qu'il y ait des femmes qui acceptent cela, il a besoin des mères, mais a priori, l'échange machin se fait comme ça. C'est pas moi qui dis ça, c'est Claude Lévi-Strauss qui vous raconte cette histoire, le structuralisme et d'autres chercheurs. Cette vision tout à fait particulière de l'héritage patriarcal est évidemment essentielle pour garantir ce qu'on appelle des héritiers légitimes. Car un héritier n'est légitime que par le père. Voilà le patriarcat, vous comprenez? Le patriarcat, c'est l'héritier légitime par le père. Voilà pourquoi, également, la reine d'Angleterre est patriarcale, bien que ça soit une femme. Le patriarcat ne s'oppose pas aux femmes. Souvent, les féministes confondent la phallocratie et le patriarcat en pensant que seuls les hommes phallocrates sont patriarcaux. Non, la phallocratie, c'est immonde. Dire que les hommes auraient un pouvoir par eux-mêmes naturel supérieur aux femmes parce qu'ils auraient des qualités supérieures aux femmes, c'est immonde. On est différents entre les sexes. Nous, on n'a pas on ne peut pas jouer sur cette différence. Ça s'appelle du sexisme, la phallocratie. Mais le patriarcat, c'est l'hypothèse que la marchandise est le fondement des sociétés humaines. Et pas n'importe quelle marchandise. La première marchandise, c'était même pas l'esclave, ce qui était déjà assez odieux en soi. Mais la première marchandise, c'était la femme. C'est ce que nous disent Freud, en nous disant qu'il faut lutter, enfin que la prohibition de l'inceste est l'élément essentiel. L'autre côté de la prohibition de l'inceste, c'est l'échange des femmes. C'est Claude Lévi-Strauss qui dit ça. Et je vous dis, tous les structuralistes actuels, qui ont actuellement des femmes qui font de la recherche
sur les sociétés qui disent ça. Le seul problème, c'est que pour que ça soit vrai, pour que l'échange des femmes soit le fondement de la société, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui existe avant l'échange des femmes. Et ce quelque chose qui doit exister avant l'échange de femmes, ça s'appelle la marchandise. Il faut déjà qu'on ait une idée de la valeur, de la marchandisation, qu'on se soit déjà échangé des silex en les payant les uns les autres pour comprendre que la marchandise existait, ou du moins il aurait fallu que la femme soit la première marchandise au monde. Donc la société de la marchandise, et par la suite la société capitaliste, serait antérieure à la fondation même de la société humaine. Vous vous rendez compte un peu de l'hypothèse? Bon, elle est évidemment stupide. Évidemment que la marchandise n'a pu être inventée que si les gens étaient déjà en société, et évidemment qu'elle ne peut pas précéder la société. Par conséquent, l'hypothèse de l'échange des femmes est forcément une hypothèse fausse. Pourtant, nous avons vu comment nos sociétés animales sont surtout organisées à travers une organisation matrilinéaire. On va en reparler. C'est-à-dire que ce sont bien les groupes de femelles qui font des petits et qui s'occupent des petits. Et évidemment, les mâles ne sont jamais tout à fait au courant de qui est le papa, que ce soit chez les singes ou ailleurs, on verra pourquoi. Que le passage à l'héritage est un élément nécessaire pour qu'il y ait du patriarcat. Que, évidemment, le couple est une hypothèse patriarcale, puisque le couple, dans la réalité, le couple monogame ne peut pas exister. Et qu'enfin, l'atomisation du couple est de plus en plus certaine. On voit très bien ce que ça devient, le couple patriarcal, puisque petit à petit, le couple, c'est la famille dite à parents isolés, monoparentale, comme on ose dire parfois. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est plus du tout une famille, c'est juste une femme qui s'occupe d'un descendant. Parfois un homme dans 0,2% des cas, je crois à peu près actuellement. Et encore, il faudrait calculer ça au niveau mondial pour avoir une petite idée, car rappelez-vous bien que si vous êtes dans un système patriarcal libéral, les 2/3 de l'humanité sont dans un système patriarcal tout à fait ambigu. Est-ce que le patriarcat est le fondement de la société humaine? Évidemment non. Il y a des tas de sociétés matriarcales dont on ne vous parle peut-être pas assez, les Iroquois, les Mosos, etc. Renseignez-vous, il y a un excellent livre qui vient de sortir à ce propos. Et si vous vous renseignez sur ça, qui s'appelle de la domination, pardon, qui a été écrit par le philosophe Tony Ferry et par un biologiste de l'université d'Angers. Et cette hypothèse, évidemment que le matriarcat, du moins que les sociétés matrilinéaires sont fondamentales, va vite se retrouver parce qu'il n'y a pas d'espèce animale dont les sociétés ne sont pas matriarcales. Voilà où nous en sommes, merci de votre attention, à la prochaine.